Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert et formateur en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais voir un algorithme, un sujet qui est essentiel à connaître dans le déploiement et la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle. Vous savez, lorsque vous mettez en place un système d'intelligence artificielle, nous savons déjà à la base que nous manipulons de vastes quantités de données. Nous sommes effectivement dans l'ère du big data. Et ces données en question, en fonction du secteur, et quel que soit même le secteur, sont très, très précieuses. Surtout lorsque nous sommes dans des contextes assez critiques, tels que le milieu bancaire ou le milieu médical. Donc, mettre sur pied un système d'intelligence artificielle vous demande, en tant que responsable, chef de projet, dirigeant, etc., d'adresser véritablement les problématiques et les challenges liés à cette mise en place. L'idée vraiment et l'intérêt, c'est de pouvoir servir évidemment l'utilisateur, mais derrière, vous devez faire attention aux informations qui vont être fournies à l'utilisateur au travers d'une interface donnée. Vous ne voudriez pas, par exemple, si vous êtes dans le secteur bancaire ou le milieu médical, je prends des secteurs assez critiques quand même, voilà, pour vous sensibiliser, d'envoyer une information ou une donnée que l'utilisateur n'aurait pas droit d'accès. Cela peut être très, très catastrophique pour vous et aussi pour l'utilisateur. Si l'utilisateur, par exemple, pose une question liée à la gestion de son contrat bancaire, de son compte bancaire, et qu'en retour, vous lui donnez une information qui n'est pas forcément liée à sa question, à son prompt, ça, c'est une situation désagréable pour l'utilisateur et pour vous. Cela peut être très, très catastrophique en fonction de la nature de l'information affichée ou envoyée à l'utilisateur. De même, dans le milieu médical, si on met sur pied un assistant de conseil médical, tel que, par exemple, aujourd'hui, un médecin en ligne pourrait le faire, mais à la place, on mettrait une IA. Si l'IA conseille ou affiche une information pas en rapport relativement avec la question posée par l'utilisateur, votre système peut être décrédibilisé et l'utilisateur, si lui également ne fait pas attention à ce conseil en question, cela peut être très, très désagréable pour sa connaissance et pour la mise en pratique de ce conseil. Voilà vraiment la problématique et les contextes dans lesquels il est capital donc de savoir comment derrière faire en sorte que systématiquement, en termes de performance, que l'IA, le système, si on prend effectivement dans les grands modèles de langage, une IA générative, soit capable de donner cette information, ni plus ni moins, mais la juste information qu'il faut à l'utilisateur. J'aimerais vous montrer un processus qui s'effectue derrière, un algorithme spécial qu'on utilise et qui est d'intérêt public, effectivement, au sein des grandes startups américaines, des grandes entreprises en tout cas, qui conçoivent des systèmes d'intelligence artificielle. Il y a ce que donc on appelle l'algorithme NSW. Sans doute certains ont déjà pu rencontrer ce nom-là. Alors, N, c'est pour signifier navigable. Le S, c'est pour small. Donc, et W, c'est world. Donc, le monde. En français, pour traduire de manière littérale, navigable, donc petit et monde. Ici, c'est un algorithme en fait pour signifier que, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai déjà pu démontrer comment s'effectue le processus de recherche vectorielle dans la base de données vectorielle d'une information, ici en l'occurrence d'un prompt de l'utilisateur au sein du LLM. Le token, donc voici le prompt de l'utilisateur.
Deuxième chose qui se passe, il y a la tokenisation qui est effectuée. OK? La tokenisation consiste à découper le prompt en unités de token. Donc, supposons token ici avec un ID I. OK? Chaque unité de token contient un ID qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? C'est un nombre positif de 0 à l'infini. Maintenant, chaque ID va nous permettre d'aller dans une matrice d'embedding, récupérer les différents vecteurs d'embedding liés au token ID dans le prompt de l'utilisateur. OK? Chaque vecteur d'embedding, donc par exemple, si ce token quelconque a le numéro I dans cette matrice d'embedding, à la ligne N égale à I, se trouve un vecteur d'embedding qui correspond au token ID en question. On fait la même chose pour chacun des tokens. Une fois récupéré l'ensemble des vecteurs d'embedding dans cette matrice, ces vecteurs d'embedding sont traités dans l'architecture du transformer, donc l'architecture GPT, où on fait entrer un vecteur d'embedding I. Ici, en sortie, nous avons un vecteur contextualisé. Contexte I. On fait la même chose avec chacun des vecteurs d'embedding en question. Donc ici, à la fin, nous avons l'ensemble des vecteurs contextualisés du prompt de l'utilisateur. Ces vecteurs contextualisés récupérés vont nous permettre d'avoir un seul vecteur en faisant une somme arithmétique et c'est ce vecteur en question, effectivement, qui va être considéré comme étant l'entrée de recherche dans la base de données vectorielle. Notre base de données vectorielle, c'est quoi? Une entreprise qui contient des contrats d'assurance des utilisateurs et tout le reste a récupéré l'ensemble de ces contrats d'assurance, a découpé ces contrats d'assurance en plusieurs documents, en plusieurs sous-documents pour faciliter la recherche, effectivement. Chaque découpage des documents en question constitue un vecteur qui va être représenté dans la base de données vectorielle. Maintenant, lorsque nous avons notre vecteur d'embedding qui représente notre phrase, c'est ce vecteur, effectivement, d'embedding qui va aller être comparé avec tous les vecteurs d'embedding représentant les documents de tous les contrats d'assurance, qui c'est le secteur d'assurance dans lequel on se trouve, des utilisateurs. Là où j'aimerais maintenant vous amener, c'est comment s'effectue ici la comparaison d'un vecteur par rapport à tout l'ensemble des vecteurs représentant les contrats d'assurance des utilisateurs de l'entreprise en question. C'est là où on fait maintenant entrer l'algorithme NSW. C'est cet algorithme qui va nous permettre d'aller effectuer la comparaison de notre vecteur d'embedding par rapport à tous ces vecteurs. Ici, on a des millions et voire des milliards de vecteurs, puisque effectivement, l'entreprise ayant des contrats d'assurance de ses clients, vous prenez une grande entreprise quelconque, en tout cas de renommée mondiale, imaginez le nombre de documents de contrats, même dans l'historique de ces utilisateurs. Vous prenez ces contrats, vous découpez encore ces contrats
en deux paragraphes, en deux sous-fichiers qui vont être représentés par un vecteur chacun. Chaque découpage fera l'objet de représentation d'un seul vecteur dans une base de données. Et lorsque l'utilisateur va poser sa question via un prompt, ce prompt qui va être converti en un seul vecteur va maintenant être envoyé dans la base de données générale en question où se trouvent tous les découpages des contrats d'assurance qu'on a pu récupérer, effectuer une comparaison de similarité, voir quel vecteur dans cette base, en fait, est similaire, le plus proche, quand on parle de similarité, le plus proche en information, donc en sémantique et en contexte, par rapport au vecteur d'embedding du prompt. C'est là où entre en compte l'algorithme Navigable Smart World. Pourquoi? Parce que ici, il y a une question de temps. On ne va pas comparer, bien évidemment, chaque vecteur se trouvant ici avec notre vecteur d'embedding. On consommerait beaucoup de mémoire, beaucoup de GPU, de taille mémoire. Et pour une entreprise qui n'a pas assez les moyens, cela peut être très, très coûteux et voire quasiment pas efficace. Donc, il faut trouver l'algorithme, le moyen par lequel on va aller directement trouver ce vecteur ou les vecteurs, en l'occurrence, les plus proches en termes d'information par rapport à notre vecteur d'embedding qui comporte les informations totales de notre prompt. Alors, voici donc la mise en place. Nous avons quoi? Nous avons des documents donc qui représentent tous les contrats des utilisateurs de l'entreprise en question. Chaque document, D0, D1, D pour document, D2, DI, DN, va être converti, représenté par un vecteur d'embedding. V0, V1, VI, VN. Cela va donc constituer ce que nous allons mettre dans la base de données vectorielle, la base de données où la recherche vectorielle va s'effectuer. Dans cette base de données vectorielle, nous allons représenter les vecteurs en question. Vous savez, lorsqu'on est en base en dimension 2, un vecteur est représenté par ses coordonnées comme ceci. Donc, un vecteur ici a deux coordonnées, A0, B0. OK? En dimension 3, A0, B0, C0. Ainsi de suite jusqu'à une dimension de taille très grande. Nous utilisons des grands modèles de langage qui vont jusqu'à minimum 768 dimensions. Peu importe la taille, le vecteur, quand il est représenté, ce qui nous intéresse, c'est le point final ici, le point essentiel où le vecteur pointe dans l'espace multidimensionnel. Un vecteur, il représente dans un espace multidimensionnel, un vecteur va pointer sur un point dans l'espace en question. Donc, une fois les documents découpés et représentés en deux vecteurs d'embedding, d'accord? La représentation dans l'espace vectoriel de ces vecteurs constituera des points représentés comme ceci. OK? Maintenant, vous allez me dire comment ces points, en fait, sont représentés de cette sorte. Bah, en fait, ce qui va conduire cette représentation, c'est que, par exemple, ces deux vecteurs ici,
ces deux vecteurs, donc ces deux points qui correspondent à deux vecteurs liés au découpage des documents des utilisateurs de l'entreprise en question. Cela signifie en fait que les informations contenues dans ce vecteur et les informations contenues dans celui-ci sont des informations très très proches. Là, ici, on parle de concepts similaires. C'est comme si, par exemple, par rapport au modèle d'entraînement de corpus, cela veut dire en fait que plus nous avons deux vecteurs très proches, deux points proches, donc deux vecteurs très proches, cela signifie que les informations sont linéaires. Ici, on parle de collinéarité en question. Donc, on est dans des champs de contexte proches, très très proches. Et plus, bien sûr, vous avez deux vecteurs, deux points éloignés, cela veut dire effectivement que les informations ne sont pas proches par rapport, en termes de distance, à un contexte où, par exemple, ici, vous avez deux points très proches l'un de l'autre. Dans tous les cas, voilà comment le réseau de graphes va s'organiser. Parce qu'effectivement, nous allons lier les points, donc qui ne sont autres que les vecteurs en question, ayant des informations. OK? Par exemple, nous pouvons avoir ceci. Là, ici, nous avons ça, c'est donc la base de données vectorielle dans laquelle on va faire rentrer notre vecteur d'embedding. Maintenant, lorsque notre vecteur d'embedding arrive pour parcourir, alors, pour ceux qui ont un peu étudié la théorie des graphes, là, effectivement, on est dans un graphe de recherche avec les points représentant les nœuds, les sommets, et les traits rouges, les arêtes qui nous permettent de passer d'un sommet à un autre. De manière générale, dans ce cadre, on prendra un graphe symétrique, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un nœud à un autre et vice-versa. Le réseau n'est pas forcément dirigé dans ce cas. Dans tous les cas, maintenant, lorsque notre vecteur d'embedding correspondant au prompt de l'utilisateur entre dans cette base de données vectorielle, il faut aller trouver directement lequel ou lesquels, de manière similaire, sont plus proches en termes d'information, de contexte et de sémantique par rapport à notre vecteur. L'algorithme en question, NSW, stipule que nous prenons un nœud aléatoire du réseau de graphes. On commence peut-être par là, aléatoirement, hein, bien sûr. Maintenant, on va naviguer le réseau de graphes en fonction du cosinus. Alors, entre notre vecteur d'embedding et de l'un des vecteurs ou les vecteurs contenus dans le réseau. Et le vecteur qui va satisfaire ou les vecteurs qui vont satisfaire en priorité la valeur pour un cosinus tendant vers 1 sera le vecteur ou les vecteurs qui nous satisfont. Parce que dans ce cadre, ça voudrait dire que lorsque vous avez deux vecteurs, comme ceci, je vous donne un exemple très simple. Ici, voici trois situations, OK? V1, V0, alpha, bêta, theta, comme angle. Ici,
l'angle alpha est plus grand que l'angle bêta et l'angle bêta est plus grand que l'angle θ. Donc, nous avons alpha supérieur à bêta, bêta qui est supérieur à θ. Ici, alpha étant plus grand, le cosinus ici, par rapport au cosinus ici, et par rapport également au cosinus ici, nous avons le cosinus de l'angle θ qui est beaucoup plus proche de 1 que le cosinus de l'angle bêta, et de même que le cosinus de l'angle alpha. Parce que bien évidemment, l'angle est plus grand et effectivement, donc le vecteur V0, vous voyez que de l'étape 0 ici, 1, 2, de plus en plus, le vecteur V0 se rapproche du vecteur V1. Et il peut arriver et plus il se rapproche de manière asymptotique, mieux c'est, parce que ça voudrait dire qu'ici, dans cet exemple donné, le vecteur, si V0 c'est notre vecteur d'embedding, cela voudrait dire que le vecteur V1 est donc le vecteur similaire à la recherche que nous souhaitons récupérer. Et par ordre donc de hiérarchie, on remonte au vecteur ici en question et celui-ci. Voilà la signification de ce cosinus. Mais vous n'aurez pas à le calculer, mais derrière, c'est ce qui va se passer en termes de recherche. Pour pouvoir donc être ici, là, ce vecteur, c'est ce calcul qui va nous dire prioritairement d'aller soit ici, soit là, ou soit ici. Donc, notre vecteur d'embedding, quand il arrive, il est là, ok? V embed. Alors, je vais prendre la même couleur. V. Alors, j'avais dit que j'allais prendre la même couleur. V embed, d'accord? Quand il arrive ici, on va se décider, à travers ce calcul effectué, prioritairement, où aller comme prochain point de rendez-vous. Est-ce que je vais ici voir ce vecteur? Est-ce que je vais ici voir celui-ci? Ou est-ce que je vais ici? Supposons que la requête finale qui correspond exactement au vecteur d'embedding dans la base de données de recherche vectorielle se trouve par exemple ici en question. Mais comme nous sommes entrés aléatoirement dans le graphe de réseau, il va falloir trouver le chemin le plus court pour pouvoir arriver ici. Par exemple, ici, ce serait ça, ceci. Après, il faudra bien sûr voir si je peux, voilà, par exemple, aller de là ou là et comparer ce chemin, celui-ci et ceci. Donc, voilà les challenges et l'importance au sein de la navigation, justement, navigable, du graphe de recherche de l'information. Et c'est lorsqu'on atteint, si on considère que c'est ce vecteur d'embedding qui correspond effectivement à l'information de notre vecteur d'embedding. Quand on dit qu'il correspond, ça veut dire qu'il donc, je vous ai dit, en prenant un exemple ici, qui est plus proche en termes de distance cosinus, parce que les vecteurs sont plus proches, et le cosinus de ces deux angles en question, de ces deux vecteurs en question, est un nombre qui se rapproche de 1. On va récupérer donc ce vecteur d'embedding, ici en l'occurrence, qui n'est autre que des informations du découpage des documents des utilisateurs qu'on a pu intégrer au départ lors de l'entraînement, lors de la mise en place, oui, de l'entraînement et de la mise en place de notre système d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. C'est donc ce vecteur d'embedding final qui va être récupéré, passé par un décodage, un décodeur bien sûr, et
converti en langage naturel sur l'interface de l'utilisateur pour lui apporter une réponse à sa question. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris de tout ce qui se passe lors de la mise en place et lors de l'utilisation des grands modèles de langage. Ce n'est ni plus ni moins que ce que je viens de vous stipuler. Bien sûr, on verra pour la prochaine fois. Ici, je vous ai parlé de l'algorithme NSW. Maintenant, il y a une optimisation de cet algorithme, en fait, où, avec H de manière hiérarchique, on va optimiser encore cette recherche ici avec 3 niveaux de dimension. J'en parlerai de ça la prochaine fois, mais si vous avez compris ça, vous avez tout compris de ce qui se passe, de ce qui se joue et l'enjeu réel des prochains grands modèles de langage où la recherche sémantique derrière est très importante. C'est comme si, par exemple, imaginons que vous entrez dans une bibliothèque, dans une très très grande bibliothèque, il y a beaucoup de millions de bouquins, de livres. Je vous demande d'aller me chercher un livre en particulier, mais si la bibliothèque n'est pas organisée, vous allez perdre un temps fou pour aller chercher l'information, le bouquin en question. Et ici maintenant, l'algorithme en question joue le rôle d'une bibliothèque qui est arrangée, qui est structurée. Donc, par exemple, si je vous envoie chercher une information sur le calcul matriciel ou le calcul différentiel, la bibliothèque, supposons qu'elle soit arrangée sciences, mathématiques, calcul différentiel, là, c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller directement dans le graphe du réseau de la bibliothèque. Ici, c'est sciences, par exemple. Ici, on va dire prochain point, c'est livre de maths. Les autres prochains points, c'est livre de maths de 6e, 5e, etc. Comme vous savez que le calcul différentiel est vu en terminale, vous irez, par exemple, après, prendre le bouquin de terminale. Voilà, de manière métaphorique, l'ensemble de ce que je viens de vous dire dans la recherche vectorielle. Je m'arrête là. Mettez en commentaire vos explications sur certaines parties ou sur certains points que vous n'aurez pas très bien compris. Et la prochaine fois, on en discutera éventuellement dès que j'aurai le temps. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir et restez concentrés.